Présent, c'est 3 monuments, hein. Ce sont des hommes monuments pour les 3 qui sont présentés ce matin. Balzac, Victor Hugo, Voltaire. Faire avec les lieux, donc les lieux, un espace mémoriel, un espace d'exposition où on joue sur l'émotion du visiteur, et faire avec les lieux aussi les contraintes des lieux, et puis se confronter à la problématique, c'est le sujet d'aujourd'hui peut-être, de l'exposition de la littérature, c'est-à-dire rendre le lisible, le sensible. Donc un vaste sujet aussi, le visiteur est un spectateur plus qu'un lecteur, donc par des moyens scénographiques, etc. Je pense qu'ils vont nous exposer tout ça, comment on fait. Et ensuite, une autre question peut-être, c'est préparer le renouvellement de la visite, comment susciter l'intérêt, prévoir des espaces, je sais pas, d'animation scolaire ou d'exposition temporaire, enfin tous ces questionnements-là. Voilà, ça c'est quelques idées qui sont venues en m'imaginant ce matin. Voilà, donc je vais passer la parole à Claire Lecourt pour son intervention. Haute-Villa-Housse, la maison de Victor Hugo, a rouvert ses portes en avril dernier, après une grande campagne de rénovation qui a duré 18 mois et qui était rendue nécessaire pour la sauvegarde du bâtiment. Donc Victor Hugo achète Haute-Villa-Housse grâce aux fruits de la publication du recueil des Contemplations en 1856, et il y vivra en fait en exil jusqu'en 1870. La maison a ensuite été donnée par ses descendants à la ville de Paris qui en est propriétaire, donc en 1927. Et Haute-Villa-Housse reçoit chaque année environ 20 000 visiteurs entre le mois d'avril et le mois de septembre. Ensuite, le climat de l'île fait que la maison, comme le reste du tourisme sur l'île, en fait, est vraiment en hibernation. Alors, Victor Hugo, dès l'achat de la maison, a entamé en fait des adjonctions, avec notamment un premier ensemble en verre que vous voyez sur la gauche, avec un jardin d'hiver et en dessous un atelier. Et en fait, le but de cet ensemble était de faire venir le jardin à l'intérieur de la maison. Et cette volonté en fait d'ouverture de la maison sur l'extérieur culmine avec la construction d'un cabinet en verre, son look-out, dont on aperçoit en fait la pente du toit complètement à droite, donc au 3e étage. Donc c'est devenu en fait son lieu de travail, duquel en fait il surplombait toute la baie de Havelette. Donc ce cabinet a été commencé juste après la fin de l'écriture des Misérables en 1861 et achevé en 1862. Mais Victor Hugo était plus artiste qu'ingénieur, et dès la construction en fait de ces adjonctions, la maison en fait qui est battue par les vents marins, qui subit aussi un très fort taux d'humidité, s'est vu dégradée, notamment dans ces structures ajoutées, où des infiltrations d'eau en fait se sont produites de manière très régulière et mettaient en fait en péril les collections. Il a donc été, en fait, les collections étaient en péril et il était impossible de prévoir leur restauration tant que la structure n'avait pas été consolidée. Donc la rénovation sur le bâti en 2018 et 2019, sous la direction de Riccardo Giordano, architecte en chef des monuments historiques, et réalisée par l'entreprise Aubert Labansa, s'est porté essentiellement donc, sur la reconstruction à l'identique à partir des sources iconographiques anciennes de ce jardin d'hiver et de l'atelier, ainsi que du look-out. Et puis la pente du toit aussi a été revue de manière à mieux évacuer les eaux fluviales. Les huisseries des fenêtres de façade ont également été restaurées, puisque Victor Hugo avait remplacé les fenêtres à guillotine qui étaient d'usage sur l'île par des fenêtres à la française, mais qui du coup subissaient également des infiltrations. Et puis cette campagne de rénovation a été l'occasion de restituer la couleur grise
de la façade, mais qui n'est pas d'un gris neutre, mais d'un gris qui change au fur et à mesure du temps, puisqu'on est sur un climat de l'île. Et alors que la façade, on l'avait toujours connue blanche, et on s'est rendu compte par ces travaux que c'était uniquement une modification qui datait des années 60. Donc en fait, la maison, une fois mise hors d'eau, on a pu procéder à une grande campagne de restauration et de restitution des décors en s'appuyant sur les sources iconographiques et écrites dont on disposait. Donc l'atelier dont Victor Hugo a dessiné les plans et dont la construction a débuté dès l'acquisition de la maison a été achevé en 1858 et fidèle à sa conception du décor, Victor Hugo a décoré chaque face de la pièce en utilisant des matériaux très différents et en assemblant des éléments très hétéroclites. Alors, l'image n'est pas très bonne, mais en fait, on voit que Victor Hugo a tapissé le plafond de tapisserie et a recouvert les murs de feutre de laine imprimé qui, d'ordinaire, à Guernesey, était en fait tapissé les sols. Et puis, toutes les boiseries que vous voyez sont en fait des assemblages hétéroclites de provenance et de datation différentes, de même que le grand bahut, le grand buffet que vous voyez, qui a été dessiné par Victor Hugo, réalisé ensuite par un des ébénistes, Mauger, Guernesier, qui a conçu une grande partie des décors dessinés par Victor Hugo. Ce grand meuble, en fait, est un assemblage de fragments de meubles, de panneaux, de coffres, dont ensuite Mauger a sculpté des éléments et on retrouve en fait dans toute la maison ce même répertoire décoratif. Et Victor Hugo en fait avait une passion pour ce qu'il appelait la chasse aux vieux coffres. Guernesey en fait regorgeait d'antiquités et donc régulièrement il s'est adonné donc à la chasse aux coffres. Il a acheté un tas d'antiquités avec sa maîtresse Juliette Drouet. Alors les infiltrations qui provenaient du jardin d'hiver au-dessus de l'atelier mettaient vraiment en péril le décor et les tapisseries et les feutres, tous les textiles en fait étaient gorgés d'eau et ont dû être déposés d'urgence en 2012. Et les infiltrations d'eau avaient également complètement délavé les boiseries, créé même des hydrolyses qui avaient favorisé les infestations d'insectes. Donc en 2015, il a fallu également déposer les boiseries. Alors, avant la dépose des boiseries, enfin plutôt une fois la dépose des boiseries et des textiles, chaque pièce au revers a été numérotée, le numéro a été reporté sur les plans existants, de manière à faciliter ensuite la repose. Alors, tous les textiles en fait déposés ont fait l'objet immédiatement d'une micro-aspiration pour un premier dépoussiérage, avant d'être conditionnés, enroulés sur des tubes pour être transportés en France, où on les a mis à sécher sur des tables, avant que la restauratrice puisse intervenir. Elle a procédé à un nettoyage par immersion dans un bain d'eau déminéralisée avec un détergent. Puis elle a consolidé soit à l'aiguille les lacunes, soit en ajoutant des pièces de laine. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que la dépose des boiseries nous a permis de nous rendre compte en fait que le décor de ces boiseries masquait de gros défauts d'assemblage. En fait, ces boiseries étaient, de composition différente étaient maintenues par des châssis, et une fois les châssis démontés, tous les éléments étaient complètement désolidarisés. Donc là encore, les restaurateurs ont immédiatement procédé après démontage à un brossage, un dépoussiérage, et puis ont ensuite, en atelier en région parisienne, consolidé avec des infiltrations de résine les parties qui avaient été fragilisées par les hydrolyses, par les infestations d'insectes, et ils ont laissé pendant toute la durée en fait, du chantier les boiseries sous châssis, de manière à ce qu'elles ne se déforment pas avec les différences hygrométriques.
Le remontage a été effectué en fait seulement un mois avant la fin des travaux, puisqu'il fallait attendre en fait que le jardin d'hiver et que l'atelier soit complètement, que la structure soit complètement remise en place pour pouvoir reposer les décors. Donc ils ont été reposés en mars 2019. Tous les textiles en fait ont été refixés à l'aide de semences de tapissier. Les murs avaient été entièrement recouverts d'un textile de manière à les isoler justement des murs, et les tapisseries avaient été aussi doublées avec une toile de coton. Pour les boiseries, en fait, le remontage a commencé avec l'élément central, donc le grand buffet. Ce remontage s'est fait par 2 restaurateurs à l'aide d'une équipe de transporteurs spécialisés Alpeart. Et ensuite, le reste des boiseries a pu être aménagé autour. Voici donc l'atelier restauré. La lanterne aussi a fait l'objet d'une restauration. Alors, nous montons à présent au premier étage. Où le salon rouge en fait évoque le grand théâtre romantique de Victor Hugo. Vous voyez dans le fond la cheminée qui en était une des pièces maîtresses. Victor Hugo a agencé en fait tout le décor de la cheminée. On connaît en fait ces agencements par des croquis qui sont conservés à la maison de Victor Hugo. Et donc, nous allons nous intéresser aux portes torchères situées sur les socles de la cheminée. Voilà, alors, donc fidèle à sa manière de toujours détourner les objets de leur fonction première pour se les approprier et pour en faire son propre décor, Victor Hugo a remplacé les flambeaux de ces portes torchères par des bougeoirs inversés sur lesquels il a soudé des éléments de balance. Alors, ces torchères l'assemblage était plutôt bon, mais en revanche, Victor Hugo avait ajouté par-dessus la dorure à la détrempe de ces statues qui datent du milieu du XVIIIe siècle. Il les avait entièrement badigeonnées d'un vernis très épais qui avait réticulé. Alors, l'intervention, le parti pris en fait du musée, et bien sûr en accord avec le restaurateur également, a été de ne pas dégager la dorure, on aurait pu le faire, mais de conserver ce vernis, puisqu'il était finalement l'œuvre de Victor Hugo et que nous souhaitions conserver les décors dans l'état dans lequel Victor Hugo les avait laissés. Alors, pour certaines œuvres, en fait, il n'a pas été possible de procéder à une restauration, étant donné l'état de dégradation des œuvres. Et c'est notamment le cas de ce papier peint, qui en fait avait souffert de l'acidité des murs, de l'humidité également de l'île. Et vous voyez en fait que le papier peint avait complètement jauni et que toutes les teintes chaudes avaient complètement disparu. Du fait en fait de l'acidité des murs. Ce papier peint avait déjà fait l'objet d'une restauration en 1993 avec le démontage du papier peint du mur et la pose sur 13 panneaux de Gatorfoam, qui sont des panneaux assez légers qui permettaient d'isoler les panneaux du mur. En fait, notre volonté la volonté du musée a été de déposer ce papier et de le conserver dans nos réserves parisiennes, de manière à pouvoir le conserver dans de bonnes conditions, puisqu'ils auraient continué à se dégrader à Haute-Villahousse, étant donné le climat de l'île, et de le remplacer par un papier peint identique, puisqu'on a la chance que la manufacture Zuber, qui est située en Alsace, continue à imprimer ce papier. Donc on a pu retrouver exactement l'apparence du décor tel qu'il était du temps de Victor Hugo. Et ce papier est d'autant plus important en fait qu'il tenait lieu de pergola pour ce vestibule qui est vraiment le vestibule dans lequel on entre du dehors, et donc il permettait d'aménager en fait un passage entre la nature et l'architecture. Alors, un autre élément phare de la restitution de la maison a été la restauration du grand lustre d'éclairage au gaz. Donc, le gaz était arrivé à Haute-Villahousse en 1857, et lors de l'électrification de la maison, ce lustre avait disparu et avait été remplacé par un petit lustre en verre de Murano qui n'avait pas tellement d'intérêt en fait dans le salon. Et donc ce lustre a pu être restitué grâce à des photographies anciennes et grâce à un fumier
on avait gardé 3 exemples de ces cloches. En fait, c'était des fumivores donc qui réceptionnaient, qui devaient en fait donner un peu de la fumée. Et le restaurateur de Lustre a pu établir un croquis préparateur très précis à partir de ces photos, à partir de ce fumivore. Ce fumivore a pu donner l'échelle en fait de tous les éléments pour restituer le lustre. Et le lustre a pu être ensuite modélisé en 3D. Toutes les parties en verre ont été restituées en verre opalin soufflé, hormis les fumivores qui sont en verre transparent. Et toutes les parties métalliques, toutes les montures ont été restituées en bronze ou en acier grâce à l'impression 3D et avec un moulage à la fonte à cire perdue. Et donc, en fait, ce lustre a pu contribuer à retrouver la deuxième harmonie de ce salon rouge, la première étant rouge et or, et la deuxième, vous le voyez, avec les tapisseries de perles sur fond blanc, le lambrequin brodé sur fond blanc, donc une harmonie dans les blancs très lumineux, et l'éclairage au gaz, en plus, devait contribuer à cette lumière blanche. Un autre exemple de restitution spectaculaire est la restitution de la porte blanche. Vous voyez là, les broderies du lambrequin en fait avaient été exécutées en même temps que celles de la porte. Nous connaissions en fait le décor original de la porte, nous l'avions redécouvert grâce à un croquis de Victor Hugo d'un carnet d'ébauche de décor pour Haute Villahousse, conservé à la maison de Victor Hugo. Et ce qui avait attiré l'attention de Gérard Guinet, le directeur de la maison de Victor Hugo, c'était la mention des couleurs rouge et blanche. Or, le dessus de porte avait été remplacé en 1971 par un dessus de porte dans les tons jaune pâle. Et pourquoi jaune pâle? Parce qu'en fait, dans les années 70, on s'était basé sur le dessus de porte d'origine, qui était dans les teintes beige-marron, du fait en fait tout simplement de l'oxydation du tissu. Une restauratrice de Galliera a pu nous confirmer effectivement que ce dessus de porte d'origine devait bien être blanc au départ et que cette teinte jaune ne provenait que de l'oxydation. Ce dessus de porte a permis en fait aux brodeurs qui ont restitué les broderies de la porte et du lambrequin de reconstituer le dessin et d'étalonner aussi les couleurs en vue des broderies. Voilà, on a fait appel à la maison Le Sage qui travaille avec des brodeurs indiens de Madras qui ont un savoir-faire exceptionnel. Et donc voici le salon rouge avec sa porte brodée restituée, le lambrequin restitué, le lustre également restitué. Et alors, pour terminer, nous montons dans le lookout, donc aménagé par Victor Hugo à partir de 1962. Victor Hugo, en fait, c'en était fait son cabinet de travail, il écrivait debout sur l'une des deux tablettes que vous voyez là, face à la mer. C'est là qu'il a écrit notamment Les Travailleurs de la mer, L'homme qui rit, Le théâtre en liberté. Et en 1964, alors qu'il décorait la maison de Juliette Drouet, sa maîtresse qui habitait à 2 pas, il a également conçu et ajouté une frise peinte, ainsi que des panneaux. Mais avec les infiltrations d'eau et le soleil, ces panneaux s'étaient trouvés complètement altérés. Ils ont été déposés en 2008 et restaurés, donc ils ont été nettoyés, consolidés, et puis le restaurateur, ne sachant pas en fait qu'il pouvait rester en fait des résidus de couleur sur ces panneaux, avait passé une teinte de noir pour les harmoniser. Mais en étudiant les photographies anciennes, nous nous sommes rendus compte, grâce au contraste de couleurs, même si ce sont des photographies en noir et blanc, que la frise et les panneaux devaient être colorés. Donc, nous avons procédé à une restitution à partir d'infimes fragments résidant dans la gravure des creux, en fait, des panneaux. Donc la restauratrice a creusé avec un petit scalpel, elle a retrouvé d'infimes fragments et elle a retrouvé toutes les couleurs. Et elle s'est basée ensuite, pour vraiment restituer les bonnes teintes de couleurs, sur le décor en fait, de chez Juliette Drouet, qui est actuellement présenté à Paris,
vous voyez, on voit vraiment le lien entre la cuisinière de Victor Hugo, Suzanne, et puis ce Chinois. Voilà, et donc voici les panneaux remis en place après restitution. Voilà, et donc pour conclure, cette restauration de grande envergure a été rendue possible par l'étude de différentes sources iconographiques. Donc ça peut être photos, croquis d'aménagement, éléments existants, et également grâce aux sources écrites, lettres familiales, les agendas de Victor Hugo qui donnent énormément de détails sur les travaux qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, également des descriptions, notamment une publiée par Charles Hugo, et bien sûr aussi grâce au savoir-faire exceptionnel, aussi bien des restaurateurs que des artisans d'art, que ce soit dans les techniques de fabrication anciennes comme dans la technologie moderne. Et pour terminer, quelques chiffres en fait. Ces restaurations n'ont pu être faites que aussi grâce à des va-et-vient entre Paris et Guernesey pour une majorité en fait de restauration qui a été effectuée en France, qui a demandé 14 camions de 20 mètres cubes, 7 transports aller-retour. Chaque transport coûtait environ 30 000 euros. Et dans ces 30 000 euros, il fallait aussi compter des frais de douane, puisque pour chaque formalité, à chaque transport, les formalités douanières entre la France et l'Angleterre, pour l'Angleterre, pour l'importation en France d'œuvres, c'était un coût de 350 euros. Et pour chaque formalité d'importation en France, 230 euros. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous donnera envie de visiter Haute-Villars.